Le troisième point sur lequel justement ça se fonde, c'est le Sud global. Le Sud global, qui est une notion assez floue, assez flou, d'accord, mais au fond qui, il y a le mot global. Exactement, qui plaît à beaucoup. Ça plaît beaucoup aux médias. Exactement, et qui à travers les BRICS, justement, montrer que la Chine restera proche. Et donc pour dire aux Africains, oui, cette relation gagnant-gagnant qu'on avait lancée, ça montre quand même un peu des limites, dans le sens où nous exportons plus vers vous que vous n'exportez vers nous, et que donc, même en termes d'importation, on l'a rappelé ici, la balance est en défaveur de l'Afrique. Donc, essayons d'équilibrer un peu. Cela dit, le jeu est ouvert quand même. C'est aux pays africains aussi de renforcer l'offre vers la Chine. Tu me l'arraches de la bouche. Nouvel épisode donc de la coopération entre la Chine et l'Afrique, c'est notre premier sujet. Cela s'est passé le 12 juin dernier dans la ville de Changsha, en Chine. À l'issue d'une réunion sur la coopération avec l'Afrique, la Chine a évoqué la possibilité d'exonérer 53 pays africains des droits de douane. Un seul pays manque à la liste, c'est l'Eswatini, c'est l'ex-Swaziland, qui reconnaît l'indépendance de Taïwan. Voilà. Pour la Chine, alors premier partenaire commercial de l'Afrique depuis 15 ans, il s'agit de renforcer son partenariat avec l'Afrique et de dynamiser la construction d'une communauté sino-africaine. Vaste programme donc. Mais Jean-Paul Benoît, ça ressemble quand même, c'est de la continuité de ce qu'on disait il y a quelques instants, ça ressemble à une réponse à la politique de Donald Trump qui, lui, est plutôt dans une logique d'augmentation des taxes douanières. Exactement, et je trouve que l'attitude de la Chine sur le plan international, actuellement, est extrêmement habile, modérée et rationnelle. Et on le voit, on ne va pas rentrer dans ces sujets ce soir, à propos des déclarations de la Chine, à propos du problème de l'Iran et aussi des relations Ukraine-Russie, enfin de la guerre Ukraine-Russie. Donc il y a une stratégie à long terme de la Chine, contrairement à M. Trump qui est dans une improvisation perpétuelle. Et la politique annoncée aujourd'hui, c'est la suite de la politique de la route de la soie. C'est une stratégie qui a été mise en place pour la Chine, qui voit dans les États africains un continent qui sera majeur dans le système mondial à venir, par sa population, par sa richesse, par l'exploitation qu'on peut faire de ces terres. Et la Chine a initié en Afrique une coopération depuis longtemps. Donc, face à Trump, qui est dans une espèce de provocation de mépris à l'égard de ses partenaires, la Chine bâtit une politique à long terme, calme, rationnelle, et qui permet d'asseoir, de développer, de légitimer la présence de la Chine, qui veut faire de l'Afrique un partenaire important, et ça n'est pas totalement récent. Mais j'admire la position actuelle, je constate que la position de la Chine est une position actuellement... tu peux admirer. Ce n'est pas l'admiration facile. La Chine est quand même... Il faut quand même préciser que 33 pays africains bénéficiaient déjà de cette exemption des droits de douane en tant que pays les moins avancés sur le continent. Selon la classification de Pékin d'ailleurs. Et les 20 nouveaux États qui donc entrent dans la liste ont pour la plupart, dit-on, des revenus intermédiaires. Voilà. Donc en fait, la Chine a la continuité d'une politique qui était déjà engagée avec 33 pays africains. Gratien ? Oui, la Chine a un discours très séduisant. C'est vraiment ça. On comprend bien, mais en réalité, quand on entre dans le fond des choses, c'est presque dans les promesses, et les promesses sont vides. Pourquoi? Parce que la Chine, en Afrique, la Chine importe quoi de l'Afrique? La Chine prend les minéraux à l'état brut de l'Afrique, pratiquement, ce sont des sociétés chinoises qui les envoient en Chine. Et c'est de l'exportation de l'Afrique. Ce n'est pas de l'exportation. Et quand il s'agit des produits finis, des produits agricoles par exemple, prenons le cas de ce qui s'est passé quand ils louaient des terres en Éthiopie. Ce sont des ouvriers chinois qui venaient cultiver les terres, les machines chinoises
quand ils récoltaient, toute la production était envoyée en Chine. L'Éthiopie avait exporté le blé en Chine, mais en réalité, c'est une société chinoise. Donc, ça représente 3% du commerce chinois. En réalité, nous, les Africains, on n'a pas beaucoup de choses à vendre aux Chinois. Et les Chinois ne veulent pas acheter des produits finis parce que déjà, ils nous inondent des produits finis qui sont moins chers par rapport aux produits que nous, les Africains, nous produisons. Il y a un discours, il y a aussi des relations avec la Chine, notamment quand ils nous achètent les minerais. Pas contre de l'argent, mais en disant on va vous construire des routes, des hôpitaux. Oui, mais c'est le deal que proposent les États aussi. Enfin, que les États acceptent. Chinois, oui, les Chinois le disent. Oui, enfin, la Chine n'impose rien. Ce sont aussi les États qui sont dans la négociation. Oui. Les pays acceptent. Donc, de cette façon, on est complètement enfermé. Ils ont beau dire qu'ils mettent les taux de douane à 0, mais en réalité, on n'a rien. Même quand on va exporter, ça va être des sociétés chinoises qui sont implantées. La balance des échanges est déficitaire pour l'Afrique, c'est évident. Oui. Et d'ailleurs, Pékin dit aujourd'hui que c'est pour justement, disons, équilibrer de certaine façon, en tout cas rendre évidemment des échanges un peu plus équitables, que la Chine décide d'exonérer les pays des droits de douane. Oui, mais on n'a pas... Ils équilibrent, mais on n'a pas grand-chose. C'est ça le problème. Non, moi, je vous rapporte la parole de Pékin. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. C'est comme, par exemple, quand ils disent qu'ils aident l'Afrique, ils donnent des aides. Les aides passent par une banque Afrique-Sim. Afrique-Sim, mais en réalité, ce sont des prêts et rarement des dons d'argent. Oui, il faut dire justement, tu as raison, l'endettement de l'Afrique à l'égard de la Chine est très important. Énorme. Donc, énorme. C'est le premier créancier de l'Afrique. C'est le premier créancier. Donc, quand une partie, on les a eus en dons. Presque, on se disait que c'était des dons. Quand j'ai dit que la politique était intelligente, c'est l'habillage. Et tu as eu raison de mettre le doigt sur ces questions. Il y a une espèce de préemption d'un certain nombre de richesses, un endettement qui permet de peser sur la souveraineté des États. Et en plus, la Chine a construit très simplement, sans trop regarder les conditions des marchés publics, un certain nombre de bâtiments officiels, alors que l'Europe était beaucoup plus réticente puisqu'elle voulait appliquer un certain nombre de règles de l'OCDE en la matière. Oui. Et donc, finalement, un résultat, depuis 15 ans, la Chine est devenue quand même le premier partenaire économique de l'Afrique, premier investisseur également, premier créancier, bien entendu. C'est du long terme. Voilà. Mais est-ce qu'on assiste maintenant, Alfred, à un tournant? Est-ce qu'on peut parler d'un tournant ou une deuxième phase, je dirais, de cette coopération? Parce que les mots sont forts quand même. Il ne s'agit pas simplement d'annoncer, je dirais, des termes économiques. Là, il y a un terme qui revient dans le communiqué de Pékin, c'est construire avec l'Afrique une communauté sino-africaine. On a pas envie d'ajouter une communauté de destin entre la Chine et l'Afrique. Ce n'est pas rien. Non, ce n'est pas rien, mais ce qu'il faut noter, c'est que depuis le dernier FOCAC qui a eu lieu en Chine en décembre dernier, justement, des décisions ont été prises dans ce sens-là, que ce soit au niveau bilatéral, relations stratégiques, et puis au niveau multilatéral, ce que tu viens de rappeler, Francis, qu'on construit cette communauté des destins partagés. Et pour la Chine, effectivement, c'est un tournant. Alors, ce qui est intéressant avec la politique chinoise, c'est que c'est une politique qui procède par ajustements successifs. Chaque fois qu'ils constatent qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la relation, on adapte. On discute avec nos partenaires africains. Mais le but est fixé. Bien sûr. Ensuite, il y a le fait que, mais pour amadouer les Africains, que la Chine rappelle toujours que sans l'Afrique, la Chine ne serait jamais revenue dans les 5 pays du Conseil de sécurité dans les années 70. Et ça reste dans leur imaginaire toujours. Et dans l'affrontement, comme on l'a dit avec les États-Unis, l'Afrique compte. Donc, la Chine essaie justement de garder l'Afrique avec elle par tous les moyens contre justement les États-Unis et cette stratégie de long terme. Le troisième point sur lequel justement ça se fonde, c'est le Sud global. Le Sud global, qui est une notion assez floue, assez floue, d'accord, mais au fond qui, il y a le mot global. Exactement, qui plaît à beaucoup. Ça plaît beaucoup aux médias. Exactement, et puis à travers les BRICS, justement, montrer que la Chine restera proche. Et donc pour dire aux Africains, oui, cette relation gagnant-gagnant
qu'on avait lancé, ça montre quand même un peu des limites, dans le sens où nous exportons plus vers vous que vous, vous n'exportez vers nous, et que donc, même en termes d'importation, on l'a rappelé ici, la balance est en défaveur de l'Afrique. Donc, essayons d'équilibrer un peu. Cela dit, le jeu est ouvert quand même. C'est aux pays africains aussi de renforcer l'offre vers la Chine. Tu me l'arraches de la bouche, pardon, Francis, justement. C'est-à-dire que n'est-ce pas c'est aux pays africains, effectivement, dans ce deal, dans cet échange, dans ce partenariat, de défendre leurs intérêts, de défendre leurs biens. On en revient toujours à cette équation-là. Alors, Guy Debal, on se souvient, il y a 25 ans, c'était à la fin du mandat de Bill Clinton, les États-Unis instauraient l'AGOA. C'était, je dirais, le protocole de coopération économique entre l'Afrique et les États-Unis. Protocole révolutionnaire, d'ailleurs, à l'époque, parce que ça favorisait, évidemment, l'importation des pays africains sur le sol américain, sur le marché américain. Alors, aujourd'hui, on a l'impression que la politique de Donald Trump est en train de dynamiter totalement l'AGOA. Alors, que va-t-il rester? Parce qu'on a d'un côté les États-Unis qui sont dans une politique, je dirais, de démantèlement, de l'autre côté la Chine qui renforce ses positions. Finalement, on a l'impression que Donald Trump devient finalement, je dirais, le meilleur agent de promotion de la stratégie économique chinoise sur le continent. Mais complètement, pour même le dire... Et politique idéologique de Poutine. Oui, mais, par ailleurs, oui, c'est vrai. Je vais être plus dur que vous. Moi, je pense qu'aujourd'hui, Donald Trump est probablement un boulet pour son pays, honnêtement. C'est un boulet, il faut dire les choses, en tout cas, c'est mon avis. Si c'est Guy qui le dit. Oui, non, mais c'est mon avis. Et je le partage. Mais les Américains ne l'ont pas encore dit. Ah si? Oui, ils commencent à le dire. Bon, en tout cas, c'est... Voilà, je pense que les États-Unis aujourd'hui sont à un tournant décisif. Et ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais j'espère qu'ils ne feront pas la dernière erreur fatale de s'engager dans une guerre qui les dépassera. Après, s'ils le font, c'est un peu, ça les regarde. Mais oui, aujourd'hui, nous sommes à un tournant majeur et la Chine s'affirme comme, on va dire, un peu la seule puissance d'équilibre, ce qui est paradoxal, parce que comme vous l'avez rappelé, Maître Jean-Paul Benoît, on ne peut pas qualifier la Chine de démocratie, mais elle s'affirme comme une puissance d'équilibre. Et donc, cette déclaration, notamment sur les droits de douane, etc., c'est très symbolique, parce que comme l'a très bien dit Gratien, la balance commerciale entre la Chine et l'Afrique, elle est quand même très largement c'est très symbolique, mais c'est une opportunité aussi. Complètement. C'est l'histoire du verre à moitié plein ou du verre à moitié vide. Quoi. Je veux dire que l'AGOA pour les États-Unis, c'était justement une loi sur les opportunités. Oui. Voilà. Et là, la Chine, au fond, est en train de faire ce que les Américains n'ont pas réussi à pérenniser. Et au moment où Trump met les Africains dehors et les empêche de venir aux États-Unis, fait une liste de pays exclus quasiment des relations avec les États-Unis, la Chine fait la Chine facilite d'ailleurs, la Chine facilite d'ailleurs les visas exactement pour les Africains. Notamment les visas étudiants, et c'est en formant les futures générations qu'on assoit sa puissance, et c'est très important. C'est un vrai sujet, la formation. Ça reste quand même pas en faveur des pays africains. Vraiment, j'insiste là-dessus. C'est vraiment en faveur de la Chine et strictement en faveur de la Chine. Oui, certes. Et somme toute, les dirigeants chinois ont raison de défendre les intérêts de leur pays. Mais oui, en ce qui concerne les États-Unis, ils tournent le dos complètement à une histoire que vous avez rappelée, donc notamment cet accord, et c'est dramatique ce qui se passe. Mais c'est pas seulement, c'est pas seulement par rapport à la Goa, mais dans toutes les instances multilatérales des États-Unis. Il a désengagé les États-Unis. Ce qui fait que, finalement, ça se réduit. Alors, Gratien a parlé de protectionnisme, d'enfermement des États-Unis dans les États-Unis, la politique de Trump. C'est ce qui est en train, effectivement, l'isolement qui est en train de se faire. Il y a un problème. Les États-Unis avaient prôné la mondialisation. Mais voilà. Et ça s'ouvrait. Et aujourd'hui, ils veulent recentrer, mais ils oublient que les effets de la mondialisation sont lancés. On ne peut pas les arrêter. Exactement. Maintenant, après les BRICS et les autres, on voit bien même la Chine, l'Europe. L'Europe commence à penser à faire un partenariat avec la Chine au détriment des Américains. Parce que finalement, Trump, il renvoie tout le monde. Donc, ils sont obligés de faire
bloc. Une certaine coalition. Ce qui est intéressant d'ailleurs de ce point de vue, M. Jean-Paul Benoît, c'est que la Chine aujourd'hui est devenue le meilleur chantre du multilatéralisme face aux États-Unis. Exactement. N'est-ce pas? Exactement. Les États-Unis, Trump veut des relations bilatérales. Point final. Il pense que dans l'affrontement bilatéral, il remportera la mise, puisque la mise à dessein, parce que c'est un jeu, c'est quasiment un jeu de casino. Siècle, quoi. C'est ça. C'est quasiment un jeu de casino. Et la Chine revient, et dans le multilatéralisme, le défend, alors que Trump quitte toutes les institutions multilatérales qu'il peut quitter. Et on a aidé la Chine à rentrer à l'OMC, notamment. Et la France, à l'époque, et l'Europe, avaient joué un rôle positif en ce sens. L'ami était encore... Exactement, et on avait bien fait. Donc maintenant, face à Trump, moi j'espère, parce que vous avez parlé de l'Europe, que l'Europe sera capable d'avoir une position commune. On va le voir sur la négociation commerciale, et il va y avoir un sommet de l'OTAN le 23 et le 25 juin. Alors c'est un autre sujet, mais quand même, tous les sujets. Mais ça va être très intéressant de savoir ce que Trump va dire. Est-ce que les Européens, je ne dis pas chaque pays, les Européens s'y tentent. Mais on a vu au G7. Oui, ce qui s'est passé, justement. Maintenant, les autres du G7 se sont dit, bon, bah, écoute, c'est fini avec lui, ça ne peut pas continuer. Nous allons nous-mêmes... Sauf le Britannique. Trump a ouvert le G7 en annonçant qu'il avait conclu un accord commercial avec les Britanniques. Et ensuite, il est parti. On n'a pas vu l'image terrible et les Allemands de Keir Starmer avec Trump. Très prudent. Il donne un dossier à Trump qui fait tomber des pages, lui se penche pour ramasser, et les Anglais ils disent, voilà où Keir Starmer a réduit la Grande-Bretagne. Très bien. Voilà, ben écoutez, on va passer à notre sujet. Pour les États-Unis...